Déjà, ce que je vous propose de faire, c'est, d'écrire, donc dans le chat en bas, tout à fait en bas à droite de votre écran, vous avez une petite icône, bulle de texte. Donc si vous cliquez dessus, on voit le chat et je vous propose de mettre, de quelle ville et de quel pays, vous êtes. Comme ça, on voit, qui on est. Donc moi, par exemple, c'est Angoulême, en France. Ça va vite. Poitiers, Gatineau, bienvenue du Québec. Suisse, Rennes, Toulouse, Lausanne, Nice, Ruffec, Bio, Limoges, Lyon, Paris, Michaela, et Lausanne, Grenoble, Montréal, Lyon, Bruxelles, la Guadeloupe, super. Bourges, salut Françoise. Metz, oui, l'Est. Taillade dans le 84. Super, on est bien là. Salut Judith de Bromont, près de Montréal. Pertuis dans le 84. Super. Donc, on attend Clément qui est retenu par ses enfants, le temps que sa conjointe revienne du travail, mais il va nous rejoindre. Et donc, on voulait un petit peu vous présenter ce qu'on a entendu pendant le congrès de l'Association internationale du bredouillement qui a eu lieu mi-septembre. C'était un moment bien, bien riche. Bah, pour ce soir, je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup l'APB, en particulier Olivier Humet qui a géré beaucoup d'aspects techniques. Et puis, voilà, c'est l'APB qui nous accueille pour ça. Bien sûr, on remercie l'Association internationale du bredouillement, sans qui on ne serait pas là ce soir. Et puis, je vous remercie tous de votre intérêt pour le bredouillement et pour ce qu'on va vous raconter ce soir. On va essayer de faire quand même une petite pause au milieu, histoire que vous saturiez. Et puis, on a essayé aussi de prévoir des temps de questions un peu au fur et à mesure plutôt que tout à la fin. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pensez bien à couper vos micros pour qu'on n'entende pas les bruits de fond. Et à lever la main dans le chat si vous avez des questions à dire à l'oral ou à écrire dans le chat. Et puis, donc, il y a un enregistrement qui est prévu. Merci, Olivier. Donc, les personnes qui ne souhaitent pas figurer sur cet enregistrement, coupez votre caméra ou voilà, sachez que ça sera enregistré. Et le PowerPoint, il sera envoyé par mail après, au cas où il y aurait des petites modifications ce soir en cours de route. Voilà. Donc, Clément est là. Clément, tu es là, bienvenue. Oui, bonsoir, excusez-moi du retard. C'est bon pour toi? Tu es dispo ou semi-dispo? Alors, là, j'ai. Oups. Bonsoir, bonsoir. J'ai la poupette avec moi. On la voit pas parce Euh, qu'on ne voit pas ta tête, mais c'est pas Ah grave. mince! Bon, désolé. Voilà, j'ai les enfants avec moi, donc j'interviendrai jusque 8 heures. J'interviendrai modérément et après j'interviendrai plus. Ok. Bon, mais c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, du coup, hop, tac. Où est-ce qu'elle est? Là. Pourquoi elle disparaît? Hop. Donc,
donc ce congrès, bah, c'était le 3e, congrès, mondial, donc World Conference, organisé par, l'Association internationale du bredouillement, donc ICA. C'était organisé par, une équipe polonaise menée par, la famille, Wierzierska. Donc Katarina qui est très active, au sein de l'ICA et qui propose tout un tas d'événements. Et puis, voilà, son mari, sa fille étaient aussi très impliqués dans l'organisation et Marta Wierzierska aussi participait pour présenter une recherche, on vous en parlera tout à l'heure. Voilà. Il y avait, c'était un congrès très, familial. On était à peu près une centaine de personnes, 115 et du coup, c'était très, facile d'accéder aux chercheurs, de leur dire tout le bien qu'on pensait d'eux. Il y avait Scott Yarus, Kathleen Skeller-Scott, Hilda Sonsterun notamment et puis, Rutger Wilhelm aussi qui, est une personne qui bredouille, qui est assez actif et qui est maintenant, coprésident de l'ICA. Donc voilà, c'était, très, très, chaleureux comme moment. Donc, ce soir, on a essayé de partager un petit peu les différentes présentations, en regroupant celles qui proposaient plutôt un état des lieux de la recherche sur le bredouillement. Ensuite, les présentations qui se centraient sur les spécificités du bredouillement. Il y a eu une grosse question sur la terminologie et enfin, on voulait terminer sur, l'inclusivité des thérapies, qui était un thème qui a été abordé par une chercheuse australienne dont on vous expliquera le travail. Alors, une première étude, donc il y a eu plusieurs études qui ont été présentées, qui faisaient un petit peu le point sur la confiance pour traiter le bredouillement, que ce soit pour, concernant les orthophonistes ou les étudiants en orthophonie. Donc, par exemple, une étude menée par Halil Tayyip-Ouzal et Johanna Schmikakowska, c'était comparer la confiance des orthophonistes en exercice pour prendre en soin le bredouillement. Et donc, il y avait 31 participants en Turquie et 32 participants en Pologne. Et donc, ça montre un niveau de confiance pour traiter cette situation plutôt modéré. Et donc, le questionnaire, il était par exemple avec des questions, des affirmations. Je suis en confiance pour utiliser le terme bredouillement, je suis en confiance pour évaluer le bredouillement ou pour construire une bonne alliance thérapeutique et discuter du bredouillement avec des collègues. Voilà, donc ça montre que ces deux aspects sont fortement liés. Et que bon, c'est perfectible, on va dire. Une autre étude sur l'état des lieux, c'était par rapport aux étudiants, donc des étudiants en fin de cursus. C'est un projet international qui est à ses débuts, donc avec une coopération de Marta Wierzierska qui est en Angleterre, Alexandra Krawczyk qui est en Pologne et puis Alexandra Kappenberg qui est en Allemagne. Donc pour l'instant, il y avait 26 participants qui étaient des étudiants en Angleterre. Il y a 2 parties dans cette étude, c'est quel type d'enseignement ils ont reçu sur le bredouillement et puis est-ce qu'ils se sentent prêts ou non pour identifier le bredouillement et le traiter. Donc, comme vous le voyez, c'était très hétérogène sur les 26 participants. Et moins ils avaient eu d'heures de cours sur le bredouillement et moins ils avaient confiance pour travailler avec des personnes qui bredouillent, ce qui est assez logique. Mais les pourcentages sont assez élevés. En tout cas, en Angleterre, il y a ce qui ressort, c'est qu'il y a un gros manque d'enseignement sur le bredouillement. Et donc, il y a un projet de répliquer cette étude en France. Donc, il y a une partie qui est en cours sur les enseignements du bredouillement qui est menée par Clément et puis Catherine Daubier. Et donc l'idée, l'an prochain, c'est de répliquer auprès des étudiants pour les promos 2024. Alors, sachant que l'étude que je dirige là actuellement avec Catherine Daubier à Nancy, elle concerne l'organisation de l'enseignement de l'affluence, mais pas spécifiquement le degré d'aisance ou voilà.
Ça, c'est quelque chose qui se fera éventuellement dans un deuxième temps, mais là, pour l'instant, on interroge principalement les pour cette année, en tout cas, on interroge principalement les enseignants. Oui et donc moi, j'essaye de convaincre une étudiante, pour, faire la partie, concernant les étudiants. Donc il s'agirait d'interroger ceux qui vont être diplômés en fin 2024, fin juin 2024. Voilà, l'idée c'est d'utiliser le même questionnaire, que celui qui a été, créé par, Martha et ses collègues. Ensuite, une autre étude sur l'état des lieux, c'est en Italie, pardon, par Francesca Delgado, Tiziana Rossetto, Dario Strangis, Donatella Tommaioli et Diletta Vedovelli. Donc, ces personnes, c'est une équipe d'une clinique à Rome qui fait un travail, absolument passionnant. Cette clinique s'appelle CRC, et ils accompagnent des personnes qui bégayent et bredouillent, avec l'utilisation de la médiation par l'art, notamment, les podcasts, les émissions de radio, le théâtre et donc c'est une clinique qui fait un travail, très, très novateur en Italie. Donc eux, ils ont interrogé 102 orthophonistes en exercice, qui n'étaient pas particulièrement, spécialisés, c'était des questions sur, leur formation et leur pratique. Donc il y en avait quand même un certain nombre qui avaient une expérience en bégaiement, notamment. Il y en avait très peu. En Italie, c'est un petit peu comme en France, il faut une prescription d'un médecin pour, entreprendre des soins et donc il y en avait que 7 qui avaient eu déjà des prescriptions pour bredouillement. Donc ça montre qu'il y a encore très, très peu de médecins en Italie qui connaissent, ce cette difficulté et qui savent que les orthophonistes peuvent le traiter. Donc il y en a que 36 qui ont donné une définition du bredouillement, donc 4 qui ont donné une définition entre guillemets «scientifique», c'est-à-dire qui se réfère, au consensus, habituellement utilisé et il y avait que, 16 qui connaissaient des outils pour le traitement. Donc du coup, 80 se considéraient inaptes à prendre en soin, mais 72 sont intéressés par le bredouillement. Donc encore une fois, voilà, il y a un état des lieux d'un manque de formation et d'une grande demande, par rapport à ça. Donc pour la réplication de l'étude en France, il y a une partie qui a déjà été faite qui est un peu différente. Donc, c'est une étude sur les orthophonistes en exercice qui ont été formés sur le bredouillement. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont répondu au questionnaire, merci à eux. Et donc, ça a donné lieu à un article qui a été publié dans la newsletter de l'ICEA. Donc vous avez les liens dans le PowerPoint pour aller voir cet article. Ça, voilà, c'est l'idée, si vous souhaitez vous en emparer, c'est que ça puisse être répliqué auprès des orthophonistes qui ne sont pas spécialement formés sur le bégaiement ou le bredouillement. Ensuite, on a eu une présentation, alors qui était un petit peu, compliquée à suivre parce que c'était, en distanciel et enfin voilà, c'était assez touffu au niveau technique. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une étude sur des enfants avec une technique, qui est non invasive. C'est-à-dire c'est beaucoup moins invasif que l'IRM. Ça mesure en fait les flux d'oxygène dans les structures cérébrales et donc ça permet de voir les zones cérébrales qui s'activent, au cours d'une tâche de récit. Donc c'est une étude avec peu de sujets et des grandes variations d'activités selon les enfants qui ont participé. Mais bon, c'est, voilà, des études qui visent à être répliquées et c'est intéressant de savoir qu'il y a ce type de techniques, qui se mettent en place pour en connaître un peu plus sur la neurologie du bredouillement. Je sais pas Clément si tu veux rajouter des choses par rapport à ça? Alors non, non, effectivement, la présentation était très laborieuse mais non. Alors effectivement, après, les recherches en imagerie, elles sont extrêmement intéressantes pour nous renseigner sur le fonctionnement, vraiment au niveau cérébral et là, pour le coup, on a systématiquement des toutes petites cohortes et là, ce qui était intéressant dans celle-ci, c'est que là, si je me rappelle bien, le recrutement avait été très spécifique. Ils avaient eu une population importante au début, plusieurs dizaines de patients et ils avaient sélectionné, c'est pour avoir vraiment des situations très pures. Mmh. Voilà. Merci.
Alors, donc concernant ces états des lieux, je vais sortir du partage pour voir un petit peu si vous avez des questions. Alors, donc, du coup, vous pouvez poser des questions en levant la main, donc questions à l'oral ou dans le chat si vous souhaitez. Et sinon, on continue. Dites-nous aussi si vous êtes largué, si ça va trop vite, n'hésitez pas. Bah, c'est super, il n'y a pas de questions. Pour l'instant. Voilà, c'est ça, ça viendra après. Allez hop, on continue avec Hilda. Donc, pourquoi ça se met pas? Je ne sais pas. Hop. Donc, l'équipe de Hilda Sonsterund, dont je vous recommande le travail sur l'alliance thérapeutique notamment. Donc, c'est une équipe en Norvège qui qui a créé un projet pluridisciplinaire qui s'appelle Living with Cluttering. C'est financé par la Fondation norvégienne pour la santé et la réhabilitation. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est une collaboration entre des chercheurs et des cliniciens. Et c'est aussi une collaboration avec l'Association norvégienne du bégaiement et du bredouillement, qui est l'équivalent de l'APB. Donc cette étude-là en particulier qui nous a été présentée, elle visait plusieurs objectifs. Donc pour les personnes qui bredouillent, augmenter la conscience de soi et de sa communication. Ça visait aussi à explorer leur vécu individuel et surtout comprendre comment leur bredouillement affecte les conversations quotidiennes. Et puis enfin, ça vise à documenter comment les personnes qui bredouillent et leurs interlocuteurs gèrent les situations de communication et les difficultés au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Donc il y avait 2 branches dans cette étude. Il y a une branche avec des groupes qui s'appellent focus group. Si j'ai bien compris, c'est une sorte de self-help où il y avait 10 participants qui ont été enregistrés pendant ces groupes de discussion. Et donc ça a donné lieu à 7h30 d'enregistrement. Et il y a une autre branche de l'étude qui est des personnes qui sont enregistrées dans la vie quotidienne. Et 3 participants donc, qui ont donné lieu à 7 heures d'enregistrement. Et donc ces enregistrements sont analysés aussi bien sur la forme que sur le fond, au niveau linguistique, les thèmes abordés, et puis les difficultés formelles en fait, qui apparaissent au cours de la communication. Et il y a une notion que moi j'ai trouvée très très intéressante. Ils ont étudié ce qu'ils ont appelé les SISR, donc Self-Initiated Self-Repair, donc les autocorrections auto-initiées. Donc c'est la personne elle-même qui apporte des correctifs à ses erreurs de parole. Et ils ont distingué 3 niveaux. Donc une autocorrection exposée, c'est-à-dire par exemple une hyperarticulation quand on fourche sur un mot. Ça pourrait être, voilà, je dis bredouillement. Voilà, ça c'est une autocorrection exposée. Les autocorrections internes, donc ça c'est plus les personnes qui racontent je voulais dire tel mot et puis je l'ai changé. Et donc ça se voit pas de l'extérieur. Et puis les autocorrections explicites, c'est-à-dire, bon, bah, je la refais, oh là là, encore une fois, j'ai bugué. Toutes ces petites métaphrases qu'on peut dire sur notre communication. Et donc toutes ces autocorrections se font généralement sur les 2 premières formes et rarement de façon explicite. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont montré que en fait, les personnes qui bredouillent se retrouvent très très exposées à être en difficulté, puisque c'est une donnée implicite de la communication humaine que le locuteur lui-même prend l'initiative de réparer son propre discours plutôt que le destinataire. C'est rarement en fait la personne d'en face qui dit j'ai pas compris, est-ce que tu peux répéter.
et donc ça impose une contrainte assez forte, sur la façon, dont la personne elle-même traite, sa parole, et donc Hem, tant que les problèmes de compréhension sont pas résolus, une compréhension partagée est supposée, et dans le pire des cas, ben, ça marche pas. C'est-à-dire, heu, bah, il peut y avoir toutes les ruptures de communication que vivent, les personnes qui bredouillent, à base de: «Ouh là là, faut que je te laisse, j'ai un rendez-vous», enfin des évitements, ou des situations en fait où la communication, s'interrompt, d'elle-même. Hem et donc ils ont vraiment étudié, l'impact de ces fonctionnements-là, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passait dans la communication. Et du Clémence, tu veux commenter? ouais et du coup, le principe de fonctionner en focus group, ça, c'est un truc qu'on utilise très, très peu, enfin, je retrouve très, très peu dans la recherche, en France, en tout cas, et assez rarement en orthophonie, alors que pour le coup, bah, nous, faire parler nos patients, c'est un truc qui est intéressant, et en fait, le focus group permettait de pouvoir lancer des participants sur des discussions, naturelles, spontanées, sur des thématiques, bah, qui pouvaient ensuite, être, éventuellement analysées, décodées derrière, ou en tout cas générer de l'interaction. Et alors tellement, enfin, voilà, Hilda a fait un travail absolument, Hilda, son équipe ont fait un travail absolument colossal au niveau de traitement de données, mais le principe du focus group est vraiment super intéressant pour analyser les disfluences en situation naturelle et pas en situation, bah, clinique, en fait. Mmh. Ouais, enfin moi je vous recommande chaudement son travail, Hilda elle est très, très intéressante aussi et très accessible, et vraiment enfin c'était une chouette rencontre, et Absolument. on a eu l'occasion de leur dire tout le bien qu'on pensait d'eux. Alors après, on a eu donc assisté à pas mal d'autres présentations. Donc voilà les thèmes. Là, on n'a pas trop de détails à vous donner, donc si vous avez des Mmh. questions, on pourra essayer Bah, d'y répondre. juste la présentation de, Altinsoy et Özdemir, sur est-ce que les personnes qui bredouillent parlent, vite, et effectivement, bon, eux, c'est vraiment, en utilisant un outil Pratt qu'ils ont fait leur analyse, et bah, en réalité, alors oui, il y a quand même un gradient de vitesse en plus, au bredouillement, mais qui fonctionne principalement par cluster, et donc du coup, il faut évaluer la vitesse, enfin, le rythme d'articulation, et pas le rythme de parole. Donc il faut vraiment évaluer la vitesse de parole dans des séquences où il n'y a pas de pause, parce qu'effectivement, dans ces séquences-là, les personnes qui bredouillent peuvent être excessivement rapides. Mais sinon, ce qui donne l'impression de rapidité, parce que je vous rappelle que dans la définition, scientifique du bredouillement, c'est un débit perçu comme étant trop rapide par l'interlocuteur. Bah, en fait, dans cette perception, il y a aussi l'accumulation de disfluences d'autocorrection qui, alourdissent sans forcément que la parole soit plus rapide en soi. Voilà. Ouais, une notion intéressante aussi, à signaler, donc l'intervention de Manon Spruit qui travaille en Allemagne, si je me trompe? Non, oui, c'est ça. Elle travaille en Allemagne et elle est néerlandaise. Ce qu'elle a fait, elle, c'est vraiment intéressant, et donc Clément et moi, on est, favorables au développement d'une recherche, basée sur la clinique. En fait, elle a pris, bah, ses propres, patients, c'est-à-dire que ces données, en fait, elles sont issues de, sa patientèle. Elle a repris en fait tous les dossiers de personnes qui bredouillent qu'elle avait suivis, et elle a cherché à savoir quel avait été leur, diagnostic primaire à ces personnes, et elle a constaté, bien, enfin c'est pas très surprenant, mais elle a constaté en fait que énormément de ces patients avaient été, mal diagnostiqués ou pas du tout Mmh. diagnostiqués, et donc nous on trouve ça vraiment intéressant, voilà d'insister sur le fait qu'on est, assis sur un trésor de données avec, voilà Oui, tout ce qui constitue, les informations qu'on collecte au fur et à mesure sur nos patients. absolument, et puis c'est clair que les patients qu'on reçoit ont souvent vécu une errance, diagnostique longue, d'autant plus avec le bredouillement
où, ça a pu être couvert pendant un bon moment. Donc ce serait super intéressant de reprendre ce genre de travail aussi, en France. Ouais. Donc, ça, c'est une présentation que j'ai faite avec, Mélanie Comperen, qui est une collègue néerlandaise que j'ai rencontrée, au diplôme européen l'an dernier. Hem, L'idée, ça a été de, présenter le modèle de Levelt, heu, que je vais vous montrer après, hem, à 7 personnes, qui bredouillent, donc 2 adolescents et puis des adultes. Et de leur demander déjà leur réflexion à partir de ce modèle de Levelt et puis, de leur demander qu'est-ce qu'il faudrait ajouter en fait, parce que le modèle de Levelt, il ne décrit, que les processus, de production langagière et l'idée ce serait de pouvoir, ajouter d'autres éléments, typiquement la réaction, aux erreurs ou aux bris de communication, les pensées, les émotions, les cognitions pour produire à terme un modèle utilisable pour la clinique et pour la pédagogie, dans les cours, dans les formations, avoir un modèle clair. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a enregistrés, on a transcrit le corpus, et puis on a fait une sorte d'analyse phénoménologique. Alors, ça fait classe de dire ça, mais en gros, ça consiste à dire on a un discours et on recherche les grands thèmes qui se retrouvent dans ce corpus. Et puis, on essaye de repérer voilà, des régularités. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dégagé des thèmes. Donc, c'est ce qu'il y a dans le tableau, par exemple, les réactions négatives des interlocuteurs, les croyances négatives, je me dis que je passe pour un idiot, par exemple. Voilà, à chaque fois qu'il y avait des thèmes abordés, on les a listés et donc il y avait des thèmes similaires à tous les participants. On a fait une première analyse avec un outil vraiment intéressant qui s'appelle Voyant Tools, qui est un logiciel gratuit qui analyse les corpus. Donc par exemple, si vous mettez la Bible dans Voyant Tools, il peut vous dire combien de fois il y a le mot Dieu dedans. Si vous mettez tout Proust, il va vous dire combien de fois il y a le mot Madeleine. Il faut avoir des passions très, très, très spécifiques, mais c'est vrai que c'est très utile. Voilà. Alors, ce qui s'est passé avec Voyant Tools, c'est que les thèmes, contenaient plusieurs mots, donc on n'a pas pu faire une analyse intéressante, donc on a réduit ces thèmes à des concepts. C'est ce que vous voyez dans la colonne de droite. Donc interlocuteur, croyance, ajustement, préparation, évitement sont des exemples et on a fait une seconde analyse et ça nous a donné donc nous, on s'attendait à ce que les principaux, concepts, les plus régulièrement retrouvés soient concernant la parole, c'est-à-dire, je sais pas moi, répétition, vitesse, articulation, prononciation, des choses comme ça. Donc ça, c'est le modèle de Levelt qui date de 89, c'est un modèle plutôt ancien, mais qui a l'avantage d'être assez clair parce que les modèles de production du langage sont particulièrement compliqués et les modélisations du bégaiement notamment, peuvent être extrêmement complexes. C'est très très beau à voir, hein, le modèle Godiva par exemple, ou les modèles computationnels inspirés du fonctionnement informatique sont très très beaux à voir, mais assez difficiles à présenter de façon pédagogique et claire. Donc voilà le modèle de Levelt. Et ce qu'on a retrouvé, donc sur les 292 concepts, eh bien, ce qui ressort de plus fréquent, c'est l'interlocuteur en première position et les évitements, puis les pensées, la préparation, les émotions. Et donc des mots qui concernent plus la parole comme stuck et exécution, heu, articulation. Clarity. Voilà, ils sont tout petits, petits. C'est vraiment, pas les plus fréquents. Ce nuage de mots, plus les mots sont gros et plus les mots ont été fréquents. Voilà, la vitesse, rate, en vert clair, est vraiment, en position, 7 ou Seconde. 8e dans notre liste. Donc notre posture, c'était vraiment de dire: «Nous, en tant que cliniciennes, qu'est-ce que, les personnes qui viennent nous voir disent de leurs paroles
Et du coup, on a fait un appel à la participation de chercheurs, notamment chercheurs en linguistique, pour élaborer ce modèle, car nous, simples cliniciennes, avons besoin d'aide pour élaborer ce modèle, mais c'était bien intéressant. Et notamment, un travail qui va avoir lieu dans l'année qui vient ou les années qui viennent, c'est le travail sur les évitements dans le bredouillement. Puisque là, on peut voir que ça apparaît quand même assez fort chez les 7 personnes qu'on a rencontrées. Voilà, là, c'est déjà pas mal, là. Clément, tu veux rajouter des choses? Ouais, non, 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 c'est un travail super intéressant et en particulier, moi, ce que j'aime dans ce travail-là, en dehors du fait que c'est le tien, bien sûr, c'est la question des modèles. Parce que, je sais que j'en ai ingurgité un certain nombre quand j'étais étudiant, et ça m'a toujours paru très très loin de la pratique. Alors qu'au final, les modèles ont ça d'intéressant ils répondent simplement à des questions complexes. Ça observe un fonctionnement. Le modèle de Levelt, il est extrêmement intéressant pour savoir où se situe effectivement la disfluence chez la personne. C'est très parlant, effectivement. C'est simple à représenter. Voilà. Et proposer les modèles, confronter les modèles aussi avec les personnes concernées, c'est aussi un bon moyen de garder un ancrage dans le réel. Donc, moi, je trouve c'est un travail que je trouve intéressant. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce début-là? C'est à votre tour avant qu'on passe à la deuxième partie. Donc, différence entre les autocorrections internes. Donc, si je restitue bien ce travail. En fait, dans les autocorrections, c'est-à-dire les réparations de notre propre parole, il y a une partie qui se voit de l'extérieur, qui serait ce qu'on appelle nous souvent le comportement tranquillisateur, mais l'équipe de Hilda Sunstone, ils ont étudié surtout la partie linguistique, on va dire. Mais ce serait, si ma langue a fourché, je vais par exemple redire le mot en surarticulant. Mmh. Ça, c'est les autocorrections externes manifestes, mais sans que je parle dessus spécifiquement. Les autocorrections où je parle dessus spécifiquement, ça va être « Ouh là là, je la refais, j'ai encore buggé », etc., etc. Et puis, il y a des autocorrections qui sont internes, c'est-à-dire qui interviennent avant même que la parole soit produite. Et donc, c'est tout le travail attentionnel qu'on a de sélection du bon mot et de ce travail-là. Une des personnes qu'on a interviewées pour notre travail a mentionné ça beaucoup, notamment la charge cognitive très très importante qu'il pouvait y avoir à essayer de sélectionner le bon mot quand on sait que tel ou tel mot va être compliqué à prononcer parce qu'on a tendance à faire des télescopages, par exemple. Mmh. Je ne sais pas si tu peux compléter, Clément. Bah, ah bah, merde, j'ai perdu mon idée. Heu, Bah, mais oui, c'est bon. En fait, le modèle de Levelt, là, il est super intéressant effectivement parce que ces autocorrections internes, elles peuvent aussi arriver après la phase de production et c'est ce qu'on appelle généralement un lapsus. Le mot va sortir et ce ne sera pas le mot souhaité et il va y avoir une correction immédiate dessus qui va pas être le plus souvent pas une correction explicite. Ça va pas être un «Ah, je me suis trompé de mot, je reprends», mais une correction très, très rapide. On va démarrer l'amorce du mot, lapsus et corriger tout de suite dessus. Le modèle de Levet, il est intéressant pour voir effectivement à quel moment se situe l'autocorrection dans la production d'individus. est-ce que ça répond à la question? Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que ça vous rappelle certains de vos patients? Il y en a qui hochent la tête.
Mais effectivement, dans les disfluences qu'on va chercher dans le bredouillement, c'est vraiment intéressant d'aller chercher dans les disfluences normales, la variété des disfluences normales, celles qui ont été produites explicitement, et puis aussi celles que la personne a conscience d'avoir risqué de faire, ou d'avoir dû corriger, d'avoir dû faire un effort particulier pour éviter tel ou tel type de disfluence. Ça arrive aussi dans le bredouillement. Oui, Christine? oui. Oui, oui, bonsoir. Est-ce que c'est possible de remettre le modèle de Levelt et que Clément illustre un peu ce qu'il a dit sur les lapsus Ouais. en montrant son modèle parce que j'ai du mal à me rendre compte. Oui, c'est possible. Donc, le modèle de Levett, moi j'aime bien le présenter comme une couche de millefeuille. Tu le vois bien là? Ouais. 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 Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un modèle sous forme de boucle rétroactive, on va dire. Et plus on est haut dans le modèle et plus on est dans les étages conceptuels, on va dire. Donc, il faut avoir déjà un modèle du discours, c'est-à-dire des connaissances sur la situation, de qu'est-ce qu'on peut dire dans un contexte comme celui de ce soir, par exemple. Il faut que j'utilise un certain niveau de langage, un certain vocabulaire. Il y a des choses qui sont appropriées et d'autres qui ne le sont pas. Donc, j'ai besoin d'avoir ces modèles internes, en fait. Mhm. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser ce modèle pour repérer, en fait, quand une personne a une difficulté, comment ça va se traduire. Donc, typiquement, quand il n'y a pas de connaissances suffisantes, il va y avoir, au niveau notamment pragmatique, des difficultés ou des manifestations inattendues de la part de l'interlocuteur si on n'a pas la connaissance de qu'est-ce qu'on peut dire dans quel contexte. Si on part dans la partie gauche, donc dans le conceptualisateur, c'est vraiment une première élaboration du message avec déjà à ce niveau-là un premier contrôle. Donc c'est un peu peut-être ce que tu disais, Clément. Alors c'est vrai, ce serait vraiment encore plus bas. Ce serait vraiment là, typiquement, au niveau du conceptualisateur, on aura des disfluences qui viendraient de cet étage-là dans des difficultés attentionnelles, Oui, tout à fait. C'est des avec techniques des difficultés pas à organiser le message, mais à concevoir le message à organiser. Parce qu'on ne va pas arriver sur des agrammatismes, mais sur des reprises d'énoncés, des, euh, des, des retours chariots. Quand on arrive au message préverbal, au formulateur, là on arrive à la programmation de la phrase, de la séquence, d'abord au niveau syntaxique grammatical, puis phono. Et il y a une première étape de contrôle à ce niveau-là, avant de passer à l'articulateur. Ça passe par le système de compréhension du discours pour vérifier les formes. Et après, il y a une production. La production est rétro-contrôlée par l'auto-écoute. Et si on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on avait prévu, eh ben, par exemple, on a rendez-vous à 5 heures. Non, pardon, à 6 heures. Voilà. Là, c'est le système de compréhension. Après, la production a fait une correction. Dans le cadre du lapsus, en fait, l'articulateur ça s'est déjà lancé, mais la boucle d'audition est chantée. Et ça passe par le système de compréhension avec un rétrocontrôle, mais qui n'est pas explicite. Explicite, ce serait effectivement après le passage par l'audition, avec une correction manifeste. Et ce qui est intéressant aussi d'utiliser ce modèle, notamment par exemple Kathleen Skeller-Scott dont on va parler tout à l'heure, elle insiste beaucoup sur le fait que ce qu'on entend dans la parole de la personne traduit en fait des difficultés à tel ou tel étage. Par exemple, les reprises, les révisions syntaxiques peuvent, quand elles sont très nombreuses, indiquer qu'il y a une difficulté d'encodage grammatical. Ou les télescopages, par exemple, ça c'est Yvonne Van Zalen qui dit le bredouillement, il va être plutôt phonologique ou syntaxique, et dans un bredouillement phonologique, on va entendre plutôt des télescopages, des inversions de syllabes. Donc, c'est au niveau de l'encodage phonologique, la programmation de la séquence de sons nécessaires. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que, par exemple, le bégaiement, normalement, la plupart du temps, il se situe quasiment uniquement au niveau de l'articulateur. Oui, puisque le message a été effectivement rétro-contrôlé, il est prêt à être produit, voilà. C'est effectivement, c'est au niveau de l'articulateur.
Et ce qu'on observe dans le bredouillement, en fait, c'est que c'est, finalement beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que les personnes qui bredouillent peuvent assez fréquemment quand même avoir des difficultés, de fonction exécutive, des difficultés attentionnelles, des difficultés, d'encodage grammatical ou d'accès lexical, c'est quand même assez fréquent. Et donc, le bredouillement, non seulement il est mal connu, il n'est pas bien identifié, mais en plus, c'est un problème qui tend à être bien plus complexe que le bégaiement. Dans le sens où on va devoir aller chercher qu'est-ce qui est sous-jacent et la vitesse de parole excessive va empirer ou créer en fait des dysfonctionnements qui peuvent être expliqués plutôt clairement et simplement par le modèle de Level. Ou ou alors la vitesse de parole, ça aussi c'est très important. C'est pas parce qu'une personne, objectivement parlant sur Pratt, n'a pas un débit de parole excessif, on est à 6,5, 7 syllabes secondes, puis basta, c'est pas pour ça qu'elle ne bredouille pas. Le rythme de parole, il est censé être perçu comme étant trop rapide par l'interlocuteur et donc du coup, là, toute cette charge au niveau des disfluences, au niveau des reprises d'énoncés, ben, ça participe à l'impression de vitesse de l'interlocuteur. Et ça aussi, on parlera des mythes un petit peu après, mais voilà, dans la définition scientifique du bredouillement, le débit de parole doit être perçu comme étant trop rapide par l'interlocuteur dans la langue maternelle. Mhm. Est-ce que ça va, Émilie? Ouais, super. Merci. Donc, à suivre, voilà. Si vous connaissez des linguistes français, des psycholinguistes français francophones qui seraient intéressés, n'hésitez pas à les, à, à les balancer. Mais voilà, il y a 2 personnes qui ont accepté de nous aider, Jacqueline Carmona qui est au Portugal et puis Hilda Sutton. Mais voilà, du côté français ou francophone, on est preneuses aussi de personnes pour nous aider là-dessus à faire un modèle donc, qui inclut ces aspects de production langagière, mais aussi les aspects cognitivo-émotionnels, on va dire. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y avait alors Michaela et Anita. Non, c'est bon. Michaela. Ah bah voilà, super. Tu peux nous expliquer, Michaela? Ouais, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Bonjour, à toutes et à tous. Merci, pour ces présentations successives, et puis, cette synthèse, en tout cas, tous les 2. C'est très intéressant, ce que vous racontez là sur les modèles. Moi, je m'y suis penchée, pour mes travaux notamment, mais plutôt du point de vue neuro. Je trouve que c'est très, très dommage qu'il y ait pas plus de lien entre l'adulte et le développemental, parce qu'il y aurait beaucoup de ponts à faire et ça permettrait d'avancer dans les 2 sens. Voilà, ça c'est un peu le constat que je fais de façon générale, même en dehors, des troubles de l'affluence de la parole. Alors la question, c'est vrai que c'est tu l'as expliqué, hein, pourquoi le VELT, mais c'est vrai qu'après le VELT, il y en a eu quand même pas mal qui ont été un peu plus loin, notamment par rapport, à tout ce qui est feedback, proprioception, audition et cetera. C'est vrai que le VET, l'avantage, c'est qu'il présente aussi il prend en compte tout ce qui est pragmatique, discours, ce que les autres peut-être développent moins et puis après il y a tous ces modèles aussi de production motrice de la parole qui montrent qu'il y a vraiment beaucoup de sous-étapes et qui creusent justement la différence entre, ces étapes de programmation et puis ces étapes d'initiation de la parole qui peuvent être plus difficiles pour le bégaiement, par exemple. Voilà et actuellement, en fait, il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur cette parole intérieure, ce langage intérieur. Qu'est-ce qui se passe finalement quand on n'est pas dans l'étape vraiment de succès. En fait, on ne sait même pas si c'est du top down parce que finalement ça marchera en parallèle, hein, tout ce qui est, toute cette production du langage et de la parole. Mais en fait, intérieurement, c'est ce que tu disais très bien, par rapport au bredouillement, en fait, le sujet déjà en parole interne peut contrôler. Et qu'est-ce que c'est que la parole interne? Est-ce que c'est une représentation phono? Est-ce qu'il y a aussi cette parole sous-articulée? Ça sera encore une autre étape et là, ça serait intéressant peut-être de voir comment vous pourriez combiner ça, avec ce que vos patients, racontent en fait, hein, quand ils parlent des évitements. Est-ce que c'est un évitement parce ils se sont dit intérieurement ce qu'ils étaient en train d'avoir envie de dire? Ou est-ce qu'ils en étaient juste à la représentation phono? Et effectivement, ça donnerait des indications sur les niveaux,
d'atteinte, par exemple. Ouais, tout à fait. Donc il y a Hélène Levenbrug, vous pouvez aller chercher, qui vraiment a développé, un certain nombre de modèles et puis elle a même écrit un ouvrage, enfin destiné au grand public, qui est paru l'an dernier. Je n'ai plus son titre, ça doit être La parole intérieure, quelque chose comme ça. Super. On va suivre la piste. Mais si vous voulez qu'on en discute, volontiers parce que je pense qu'il y a vraiment des ponts à faire entre, Et oui, et oui. Non, c'est passionnant quand on s'y plonge. Après, les modèles, c'est beau, hein, c'est plein de mmh. il y en a des très, très complexes. L'idée, en fait, c'est garder, ouais, une forme quand même d'accessibilité, mais Et su et sur les fonctions exé, après, c'est très discuté encore, actuellement sur si finalement l'attention, elle est encapsulée ou pas, dans les étapes de production de la parole ou si c'est quelque chose d'externe qui va exercer finalement un monitoring sur notre production, motrice, ou non. Mais ça reste des grandes questions, auxquelles on n'a pas encore de réponse, finalement mmh et et peut-être que c'est différent d'un trouble à l'autre. C'est oui, possible. nous, ce qu'on voit en clinique, c'est que bah, les difficultés de programmation et notamment l'impulsivité, Mmh, sont vraiment des choses, difficiles à gérer au quotidien, et c'est ça qui a des impacts souvent assez forts sur les relations, la mmh, communication, enfin voilà, le fait de, les Américains, ils appellent ça urge to surge, c'est vraiment mmh. l'urgence à jaillir. Alors c'est très moche en traduction française, mais Oui, oui. c'est assez parlant, enfin, les personnes qui bredouillent, décrivent Mmh, bien ça et à quel point, ça peut être finalement difficile d'atténuer ça ou en tout cas de le gérer sans avoir une charge cognitive hyper importante, dessus. Il mmh, faut se concentrer tout le temps et se retenir, être sur le frein à main sans arrêt, mmh. c'est quand même assez, difficile à gérer, au quotidien. Donc c'est un peu ça la difficulté. Et ce qui, et je trouve, hein, je peux me permettre encore de de parler et ce qui est intéressant, je trouve, la richesse qu'il y a dans l'approche neurodéveloppementale, qu'il n'y a pas pour le coup dans l'approche plutôt, adulte, à trouble acquis, c'est que vous incluez vous avez beaucoup plus pensé tout ce qui est émotionnel par rapport à tout ce qui est à l'abord, l'approche qu'on peut avoir, chez l'adulte dans la parole. Je parle vraiment des troubles, de la parole et là, c'est ce qui ressort aussi quand vous faites le travail qui a été fait avec les patients, c'est ce qu'ils disent, que finalement les émotions, c'est essentiel et voilà et c'est peut-être moins pris en compte par ces modèles de Karamazov ou de Levelt et cetera. Ouais, Donc tout ça, à c'est, ouais, merci. Et même si enfin, tu le disais aussi, Michaela, mais on a tout intérêt à travailler Mmh, ensemble. Et mmh, effectivement, moi j'ai commencé à utiliser certains outils destinés à l'évaluation du handicap de la parole, mmh, destinés à du bégaiement pour des adultes mmh, post-AVC ou enfin, avec des troubles anxieux. mmh, Et c'est très efficace parce que ça aborde effectivement les cognitions de communication, ça aborde à quel mmh, point ça les impacte. En fait, on a plein d'outils qui pourraient servir à plein d'autres domaines et plein d'outils qu'on pourrait complètement. rencontrer dans plein d'autres domaines. Mmh, Parce que l'affluence est plurielle. oui. Triste. Hem Est-ce que vous tenez le coup? Est-ce qu'il vous faut 5 minutes de pause pour, faire quelques étirements? Alors le problème, c'est que je vois pas, je vois qu'il y a 57 autres personnes, que je ne vois pas. Cécile qui fait: «Oui, une petite pause». Ouais, allez, on fait 5 minutes de pause et puis on se retrouve, pour, la suite et la fin, c'est le meilleur bien sûr. À tout à l'heure. Donc suite à ça, si vous avez des questions, bah, pareil dans le chat, la fin, c'est on va vous inviter, plus à voilà, partager un petit peu, vos impressions, sur notamment, l'étude de Michel Swift sur l'inclusivité, parce que voilà, c'est plus, un débat, qui est intéressant. Alors, où est-ce qu'il est mon PowerPoint? Je sais pas, il disparaît tout le temps. Il est là. Donc, juste après la cérémonie d'ouverture par Suzanne Cook qui a fait, donc Suzanne Cook, elle est allemande et elle vit aux États-Unis.
Et donc c'est la présidente de l'Association internationale du bredouillement. Et Rutger Wilhelm, il est néerlandais et donc il bredouille. Et il a écrit le livre qui s'appelle Too Fast for Words, qui est bien intéressant. Et puis il y a un site qui s'appelle Too Fast for Words aussi. Et du coup, ils ont présenté tous les deux plus sous forme d'accueil. Et Suzanne Cook, elle a vraiment axé sa présentation sur le fait qu'on était comme une famille, avec ce côté voilà, échange des savoirs, partage, un petit peu comme tu viens de le faire, Michaela, merci. Mais c'est vraiment quelque chose de très très intéressant dans le monde du bredouillement, c'est que voilà, comme c'est un champ, c'est un petit peu la cinquième roue du carrosse par rapport au bégaiement. Enfin voilà, il n'y avait pas beaucoup de moyens financiers notamment, mais du coup, voilà, il y a beaucoup plus de partage de connaissances et c'est bien intéressant. Et donc à la fin de l'intervention de Suzanne Cook, il y avait 20 minutes de questions et elle dit qui a une question? Et là, gros blanc. Donc moi je me suis dit allez, s'il faut faire une question, j'y vais. Et j'ai dit il y a une question sur le terme bredouillement. En France, quand on dit je travaille sur le bredouillement, les gens ils font hein, le quoi? Et donc moi je vais voilà, c'est ça le bredouillement. En anglais, si on tape cluttering sur Google, on voit des placards en bazar, parce que cluttering, c'est l'encombrement, voire l'accumulation pathologique de biens et d'objets. Donc moi, je posais ma petite question naïve, faut-il changer le terme bredouillement? Et il y a eu un quart d'heure de discussion là-dessus. Et Yvonne Van Zalen dit quelque chose de très intéressant, c'est plutôt que de changer les mots, il faudrait surtout les déstigmatiser. Et en ce moment, c'est vrai que dans le champ du bégaiement, il y a une grosse remise en question des termes, notamment de fluence. En québécois, au Québec, on dit plutôt fluidité ou dysfluidité. Et ces termes sont remis en question comme étant validistes. C'est-à-dire qu'ils introduisent une notion un peu disqualifiante et un standard qui serait la fluidité de parole, et puis une pathologie, donc héritée du modèle médical, qui serait les dysfluences, qu'on appelle normales. Et puis fondamentalement, ces termes ont la difficulté de ne décrire que des épisodes et la description d'un symptôme ne nous apprend rien de plus que la description du dit symptôme. Le souci, c'est que si on utilise des modèles, des conceptions larges et disfluentes, techniquement parlant, tout le monde est disfluent. Il n'y a personne qui a une parole absolument fluente. Donc, pouvoir poser la norme de c'est quoi une parole assez disfluente, mais pas trop disfluente, mais quand même un peu disfluente. Dans le bredouillement, par exemple, si on utilise la conception du spectre, du bredouillement, on peut arriver jusque 40% de la population qui serait cliniquement atteinte de bredouillement. Mais oui. Donc c'est assez compliqué. Enfin, il y a même des institutions internationales comme notamment le diplôme européen de spécialiste des troubles de fluence qui se renomme diplôme européen de spécialiste du bégaiement et pas du bredouillement. Donc moi je fais quoi? Mais c'est quoi cette histoire? Et voilà. Donc Oui, mais fondamentalement, est-ce que moi là-dessus, je trouve que le bredouillement n'est jamais qu'une description d'un bégaiement labile. Fondamentalement, c'est du bégaiement, tout ça, c'est du bégaiement, quoi. Et oui, donc bref, le monde du bégaiement et du bredouillement est agité de ces débats. L'idée, c'est plus de savoir qu'il y a des discussions. Il y a aussi des débats sur la conscience du problème, du moment du problème. Il y a eu une sorte de consensus qui s'est établi pendant ce petit débat. C'était avant tout de définir les termes qu'on utilise au moment de la conversation. C'est-à-dire, on peut tout à fait utiliser fluence, mais le définir juste après, en disant fluence que j'entends comme
voilà, et donner votre définition du terme déjà, pour être bien d'accord ensemble, et éventuellement faire consensus avec la personne qui est en face de nous sur les termes qu'on utilise ensemble. Et puis, il y a une notion très importante, c'est comment la personne elle-même, elle parle de sa parole. Est-ce qu'elle dit je suis bègue, je bredouille, je suis bredouilleur, je suis une personne qui bégaye, je suis une personne qui bredouille. Euh, et donc, il y a voilà, une notion de consensus à trouver ensemble. Et ça allait jusqu'à voilà, les notions d'intelligibilité ou de compréhensibilité qui ont été citées par Kathleen Skeller-Scott. Et puis aussi la question de comment on mesure la vitesse de parole, qu'est-ce qu'on prend en compte. Donc le débat est ouvert, on pourra en discuter après. Mais il y a eu aussi, donc par rapport à la terminologie, l'intervention donc de Kathleen Skeller-Scott et de Scott Yarus qui ont parlé ensemble. Et c'était assez passionnant parce que aussi c'est des orateurs qui retiennent l'attention. Donc Scott Yarus, il a parlé de l'adaptation du questionnaire OASIS. Donc OASIS, ça veut dire Overall Assessment of Speakers Experience of Stuttering. Donc évaluation de l'expérience du bégaiement par la personne qui bégaye. Et il y a une adaptation de ce questionnaire en OASEC, donc sur le bredouillement. Et dans les travaux préliminaires, ils ont tenu à remettre en question les mythes à propos du bredouillement. Il y a un mythe assez tenace encore qui est que les personnes qui bredouillent ne sont pas conscientes du bredouillement, qu'elles ne subiraient pas d'effets négatifs du bredouillement et qu'elles ne se sentiraient pas stigmatisées. Donc ces 3 affirmations ont été démontrées comme fausses par les différentes études qu'il y a eu sur le bredouillement. Et donc ils sont partis de ça pour essayer de définir une adaptation du questionnaire OASIS. Pour cette adaptation et aussi pour l'Oasis, il y a donc la figure en haut à gauche, à droite, voilà, gauche-droite. C'est ouais, donc Scott Yarus et son équipe, ils ont adapté en fait l'ICF, donc c'est une nouvelle classification alors ça s'appelait des handicaps avant, mais maintenant c'est de l'impact sur le fonctionnement et la santé d'un problème médical. Donc ça date déjà de 2001, l'ICF, et Scott Yarus l'a adapté à l'expérience du bégaiement. Donc on distingue, et moi c'est très intéressant de le faire par exemple dans un compte-rendu de bilan, dans la partie gauche, l'étiologie présumée, puis les atteintes d'une fonction corporelle ou d'une structure, par exemple dans une atteinte neurologique identifiée suite à une attaque ou voilà, une maladie comme la maladie de Parkinson, et puis les symptômes primaires. Dans le bégaiement, ce serait la sensation de perte de contrôle ou d'être bloqué. Ensuite, au milieu, là où vous voyez les 3 ovales, c'est les réactions personnelles, donc comportementales, affectives et cognitives. Donc ça, c'est très intéressant d'essayer de faire le tri dans la situation des personnes entre, voilà, est-ce que au niveau du comportement, il y a plutôt des choses masquées ou des choses qu'on voit de l'extérieur, des pensées et des émotions. Et puis dans la partie droite, c'est l'impact sur l'activité et la participation. Et donc l'impact de cette difficulté va être très différente selon les personnes. Typiquement, un enfant qui bégaye ou qui bredouille va ou pas renoncer à participer en classe parce qu'il ou elle sait qu'on ne le comprendra pas bien. Et enfin, en dessous, vous avez les facteurs environnementaux. Donc, est-ce que cet environnement d'école, de travail, personnel, familial est soutenant, est informé, agit de façon à compenser des difficultés ou au contraire à les augmenter.
Donc moi, je vous invite à ajouter ce petit schéma à vos comptes rendus de bilan. Depuis que je le fais, moi, j'ai une vision beaucoup plus claire des choses et aussi bien des ressources de la personne que des choses qui seraient à, à renforcer. Donc dans l'OASEC qui sera publié, il y aura une partie identification des symptômes qui est un peu différente. Ça n'existe pas dans l'OASIS, mais c'est vraiment la partie est-ce que la personne a une métacognition sur sa parole. Voilà, qu'est-ce qu'elle sait elle-même, qu'est-ce qu'elle décrit elle-même de sa parole. Et ensuite, l'évaluation de l'impact, ça ressemble à l'Oasis. Et puis la partie 3 et 4, la communication dans la vie quotidienne et la qualité de vie. Donc ils ont ajouté les connaissances sur le bredouillement, les sentiments à propos du bredouillement qui peuvent être différentes de ce qu'on peut observer dans le bégaiement. Et puis les réactions des interlocuteurs et de la personne elle-même à la situation de communication. Voilà. Donc ça, on attend avec impatience la publication de l'OASEC et sa traduction en France, n'est-ce pas Clément? Oui, absolument. Et d'ailleurs, Scott Yarus est d'accord pour que l'équipe actuelle qui s'occupe de la validation de l'Oasis, donc l'équipe de Denise Leclerc, Anne-Louise Richard et moi-même, puissions nous occuper aussi de la validation de l'OASIC, ce qui nous permettrait de pouvoir avoir une traduction et une validation rapide. Ce serait chouette. Eh oui. Donc à suivre. Ensuite, Kathleen Skeller-Scott, elle a parlé de pas mal d'éléments, mais notamment, elle a abordé les études sur les états du changement. Donc moi, je vous invite aussi à vous intéresser à ça. Donc c'est l'équipe de Naomi Rogers et Patricia Zebrowski qui travaillent dessus. Et donc, il y a une théorisation des états du changement qui serait, alors ça, encore une fois, c'est des notions qui sont un petit peu discutées. Bien sûr, il y a eu d'autres modèles, mais en tout cas, l'équipe Rogers-Zebrowski se base sur ces états du changement. Donc, c'est comme des étapes. Il y aurait donc la précontemplation, c'est-à-dire la personne envisage que peut-être éventuellement il y aurait une difficulté, mais pour l'instant, elle n'est pas prête à changer quoi que ce soit dans sa vie. La contemplation, ce serait ça y est, j'ai le numéro de l'orthophoniste et je vais l'appeler. Voilà. Mais j'attends encore un petit peu parce que bon, voilà, c'est peut-être dans les 6 mois qui viennent. Ensuite, il y a la préparation. Bon, allez, j'y vais, allez. L'action, ça y est, le rendez-vous est pris et puis les séances commencent. Et le maintien, c'est vraiment la phase où il faut un peu plus intégrer un changement, quel qu'il soit, dans le quotidien et pas seulement dans quelque chose d'un peu exceptionnel. Bien sûr, c'est pas forcément linéaire. D'ailleurs, il y a des représentations qui sont moins en étage comme ça, en millefeuille, qu'en spirale. Et moi, une notion que j'ai trouvée très intéressante dans les articles Rogers-Zebrowski, c'est le fait que, en fait, quand on veut changer quelque chose dans nos comportements, la notion de rechute il faut surtout la voir comme un retour à un état antérieur plus confortable. On sait tous que changer, c'est compliqué, que c'est difficile et que maintenir ce changement dans le temps est très long et semé d'embûches. Et donc, ce qui est intéressant de se dire, c'est que c'est pas une rechute, c'est juste revenir à quelque chose qu'on connaissait bien et repartir. Si vous prenez la comparaison avec une personne qui souhaite arrêter de fumer, on sait que dans des situations un peu particulières, la personne va refumer, mais le fait d'avoir pu arrêter pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, lui donne une expérience importante et va lui permettre de éventuellement revenir à cet arrêt de la cigarette. Donc, Kathleen Skeller-Scott, elle a un petit peu détaillé ce qu'on pouvait faire parce que
quand les personnes, bredouillent, déjà, bah, il y a tout un travail de: «Ah oui, ce que j'ai s'appelle du bredouillement. Ah bon? Et puis on peut faire quelque chose? Ah bon? Et puis combien de temps ça va prendre? Ah oui, quand même. Et est-ce que je suis prêt à le faire dans la vie quotidienne?» et cetera. Et donc elle a donné un peu des pistes, par rapport à voilà, quand la personne est en phase de précontemplation, par exemple, voilà, on garde contact, on signale que l'aide est accessible, notamment avec les adolescents qui viennent pas d'eux-mêmes, mais amenés par leur famille. C'est intéressant de s'interroger à quelle étape ils pourraient en être. Mmh. Parce que là, pour le coup, ça rejoint ce dont on va parler juste après, mais effectivement, à ne pas considérer l'étape dans laquelle est le patient actuellement, on risque d'arriver à des conduites oppressives, non respectueuses, normatives, où, on va dire au patient, bah, ce qu'il devrait faire. Parce que le patient, il sait peut-être qu'il devrait, mais il est peut-être pas encore prêt à le faire. Oui, et puis, on peut être, déjà dans l'action et dans le maintien sur certains aspects et pas du tout, sur d'autres aspects. Donc une même personne peut être à différentes étapes, de ces états du changement, et donc avoir cette espèce de grille de lecture en tête, c'est vraiment intéressant. Et voilà, Kathleen Skeller-Scott, elle insistait beaucoup notamment sur, l'entourage. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu, un patient qui venait, en me disant: «Ben, ma conjointe m'envoie ici, elle m'a dit, "Fais quelque chose pour ta parole, je ne comprends vraiment rien de ce que tu me dis et c'est très gênant, fais quelque chose ou je te quitte"». Donc c'est quand même un petit peu violent, et elle souligne, Kathleen Skeller-Scott, la nécessité, mais comme, moi maintenant, j'essaye de le faire vraiment dans toutes les thérapies du bégaiement et du bredouillement, il faut absolument s'occuper aussi de l'entourage. Voilà. Et d'autant plus que, généralement, les demandes qu'on va avoir, concernent plus souvent les contextes professionnels ou scolaires ou autres, et l'entourage, familial proche, c'est l'entourage qui va devoir subir. Moi-même étant une personne qui bredouille, sachez que, quand je suis au naturel, mon entourage me subit. Voilà. Mais il est nécessaire de pouvoir garder effectivement des moments où on peut se relâcher, parce que le contrôle permanent de l'affluence est épuisant. Et oui. Et souvent, bah, c'est vraiment souvent le cas dans le bredouillement, heu, plus la personne est dans un contexte, proche, familial et détendu, et plus sa parole va être inintelligible. Heu et donc ça, il y a vraiment, un travail à faire, très important, autour de ça, donner de l'information, s'assurer que la personne, enfin les personnes de l'entourage ont elles-mêmes des ressources, les renvoyer vers des ressources aussi, enfin voilà. C'est tout le travail, aussi qui est souligné par, Plexico et Burrus, c'est un article de 2012. Donc, et enfin, Michelle Swift, donc qui venait d'Australie, avec son équipe, elles font une recherche sur comment on s'assure que les traitements du bredouillement sont inclusifs, donc en anglais Neurodiversity Affirming. Euh, et c'est la question aussi de la neuroatypie ou la neurotypie, et puis comment on fait en sorte que nos traitements, nos approches ne comportent pas de microagressions dont on pourrait ne pas se rendre compte. Et du coup, elles ont proposé un questionnaire sous forme de Padlet aux participants du congrès. J'en ai extrait quelques questions. Nous, on voulait juste livrer à votre réflexion la question qui nous intéressait pas mal, Clément, tu vas en parler, c'est est-ce que certains aspects des traitements qu'on propose peuvent être perçus comme encourageant la dissimulation ou le masking? Et puis, surtout, comment rendre nos traitements, plus inclusifs, plus prenant en compte, les particularités de la personne. Ça rejoint aussi les questions de terminologie qu'on a abordées, tout à l'heure. Clément, je te laisse, finir là-dessus et après ça sera à vous. Parce qu'effectivement, alors on en parlait, justement tout à l'heure avec, Marine Pandelio, donc l'autrice de la méthode de G2A.
qui se pose plein de questions aussi par rapport à la place de la technique motrice dans la thérapie. À quel point est-ce que cette technique motrice, elle n'est pas performative et donc elle n'est pas à risque de maintenir l'idée d'une fluence qui devrait arriver à un niveau, je pense, zéro, la question de l'échelle de sévérité. Et en fait, ça pose énormément de questions parce que on sort effectivement, tu parlais du modèle biomédical, Christine, on sort d'un modèle majoritairement dominant du modèle biomédical et on rentre progressivement vers une acceptation beaucoup plus biopsychosociale où la notion de fonctionnement, de handicap, d'intégration, de qualité de vie deviennent des éléments que nous devons pouvoir prendre en compte. Dans la question des troubles de l'affluence, traditionnellement, la mesure de référence était le pourcentage de syllabes bégayées, était vraiment le haut de l'iceberg. Il y avait il y a des recherches très très nombreuses sur la partie basse de l'iceberg et des thérapies qui étaient proposées, mais la question de récupérer de l'affluence normale a toujours été considérée comme un point de base, en fait. Et enfin, c'est très très intéressant de se poser la question de une fluence normale, où est-ce qu'on la situe. Alors, je pense qu'on est toutes d'accord pour dire que c'est beaucoup de patients, lui-même, la personne elle-même qui va définir ce qu'elle estime être confortable, ce qu'elle estime être pertinent. Le souci, c'est que, effectivement, là encore, l'échelle de sévérité du Guide-Combe, les échelles de technique, les échelles de naturel, elles peuvent être perçues comme quelque chose de normatif. Alors, après, et je serais intéressé d'avoir votre opinion aussi là-dessus, mais moi, je me dis que c'est bien d'avoir des outils pour mesurer des choses, en fait, tout simplement. Mais ces outils, ils ne peuvent mesurer que ces choses-là, pas autre chose. Si je mesure le pourcentage de syllabes bégayées de mon patient, je ne mesure pas à quel point il est heureux. Je ne mesure pas à quel point il construit bien ses phrases ou quel est le rythme de sa parole. Je mesure un paramètre. Et en soi, ce paramètre-là, il n'est pas mauvais. Aucun outil n'est mauvais par nature. C'est sûr que si j'ai qu'un marteau, tous les problèmes sont des clous. Si la seule mesure que je connaisse, c'est la sévérité du bégaiement, mon traitement risque d'être uniquement orienté vers l'aboutissement de cet objectif-là. On est toutes d'accord pour dire qu'il faut traiter aussi la partie immergée de l'iceberg, la partie basse, le fonctionnement, l'inclusion de l'individu dans son fonctionnement social. On manque assez régulièrement d'outils pour savoir quels sont les réels besoins. Une personne qui bégaye n'est pas forcément en isolement social. Une personne qui bégaye n'est pas forcément avec des difficultés de fonctionnement. Parfois, la demande peut être extrêmement spécifique. Je pense en particulier aux adolescents. Il y a des adolescents qui viennent rentrer dans les pieds parce que parler de sa parole, c'est difficile. Et vous êtes quelqu'un qui ne connaît pas et que c'est pas forcément. Ça peut être malaisant. Et puis il y a des gamins qui vont traîner des pieds parce qu'ils ne voient vraiment pas où est le problème. Et donc, du coup, si la personne qui a le problème, c'est le parent, le problème, c'est pas le gamin qui l'a. C'est l'entourage. Et switcher le focus sur qu'est-ce qu'on veut obtenir comme objectif et quelles sont les évaluations qu'on s'autorise pour savoir si notre travail est efficace, c'est à mon avis, c'est la variété des évaluations qui permettra d'avoir une approche vraiment inclusive. Parce que effectivement, les techniques, uniquement la motricité de la parole, ça ne suffit pas en soi. Mais je ne sais pas si ça peut être franchement éliminé à 100%. Voilà. Le silence après moi, c'est encore moi. Donc, les proms, qu'est-ce que c'est les proms, Michaela? Je dis ça proms, mais ça se trouve c'est proms. Donc, prise en compte du CIF, donc c'est le ICF, l'échelle du handicap. Ouais. Ce dont tu avais parlé tout à l'heure, la qualification internationale du fonctionnement, qui est de plus en plus prise en compte, mais dans tous les domaines
de pathos diverses, même chez les kinés, les ergos, les psys, les médecins. De plus en plus et on tend, actuellement à aller vers ça. C'est ce qui ressort aussi du congrès, où vous êtes allés. Mmh. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos patients Oui. et même dans les articles actuellement, plus ça va, plus on demande à ce qu'on ait des mesures de la participation, en tout cas, de la participation, de l'intelligibilité, compréhensibilité, bien-être, qualité de vie, c'est de plus en plus pris en compte et même ça va jusqu'à, enfin mettre au premier plan les fameux PROMS, c'est les Patient Rated Outcome Measures Ouais. et on peut faire des lignes de base, même, s'appuyant sur ces mesures-là. On va définir avec le patient, donc c'est plutôt ça aussi, ça va dans ce sens-là. Les échelles, je trouve que l'approche avec les échelles co par exemple, dans le domaine de la voix, on a le VHI, le SHI. On a ces questions aussi de participation, donc ça c'est positif. Et donc les données fonctionnelles, ça rejoint ce que je disais aussi, hein, intelligibilité, voire compréhensibilité. Donc peut-être que ce que tu disais Clément tout à l'heure, c'est on tendrait à aller vers des mesures composites, où on n'exclurait peut-être pas complètement, ces mesures objectives, acoustiques par exemple ou même perceptives qui sont peut-être, heu, qui sont Sinon, celles de l'interlocuteur, perçues par l'interlocuteur ou l'examinateur si on est dans le cadre d'une évaluation et après prendre en compte tout le reste, et même l'entourage. C'est-à-dire, aussi aller chercher, des mesures d'entourage de plus ou moins familiers, en fait, aussi. aller chercher les sources indirectes Mmh, d'informations autant que ouais, les sources c'est directes ça, et dans le exactement. bégaiement, on cherche fréquemment les sources indirectes en Mmh, réalité. D'ailleurs, chez Parkinson aussi, enfin, j'ai été pas mal formé Parkinson et mmh j'ai trouvé beaucoup de points de commun ouais, avec le bégaiement. complètement, Régulièrement complètement. demander, l'évolution par rapport Mmh, au fonctionnement, à l'engagement, à la conversation, mmh, enfin, tout à fait. avec des Et échelles qui sont, comme tu dis, simples à utiliser et mmh, enfin, établies par le patient. C'est lui qui fixe son objectif et sur 0 à 10, à c'est ça. combien il se Et Oui. tu vas le suivre après comme ça sur la thérapie, de cette façon-là. Et ce qui est intéressant aussi de voir en recherche, c'est, bah, les notions de consensus finalement, ça fait très longtemps que dans le champ du bégaiement, la notion de consensus est assez centrale et Mmh, dans le champ du bredouillement aussi, la définition actuelle, donc la définition du plus petit dénominateur commun, c'est une définition de consensus et moi mmh, je dis aussi que c'est important de faire consensus avec la personne elle-même sur, voilà, on se met d'accord ensemble, sur, c'est sur quoi on ouais. va se. Donc il y a Sophie Lepelletier qui a levé la main. Sophie, elle lève la main, mais ah, Ah, c'est une voilà. erreur. OK. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'ailleurs, au niveau justement, au niveau, technique, évaluation? Est-ce que vous trouvez que votre évaluation est, diversity affirming? Alors là-dessus d'ailleurs, il y a un cran au-dessus quand dans le diversity affirming, dans la formulation, c'est pas inclusivité. Dans le terme inclusivité, c'est la norme qui inclut Mmh mh. la différence. Tandis que dans le neurodiversity affirming, il y a la notion d'affirmation et il y a un gros travail de la communauté elle-même pour trouver ses propres guidelines et voilà. Est-ce que vous trouvez que, bah, vos prises en soins, sont, neurodiversity affirming? Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour renforcer? Vous avez 2 minutes, il est 20h58. Tout le monde est cramé. Après, moi, j'aime bien dire que le débat reste ouvert. Je vous invite à, voilà, de temps en temps vérifier, ah, merci Juliette. Juste de temps en temps vérifier, donc Michel Swift, la publication de son article. C'est vrai que c'est des notions, qu'on peut avoir un peu de mal à à mettre en place en France ou dans la culture, française, on va dire. Mais c'est des questionnements, que moi j'ai trouvé très intéressants. Bah, Donc Juliette, est-ce que vous voyez souvent une confusion entre dysphasie et bredouillement? Tu peux, expliquer ta question, Juliette? Juliette, es-tu avec nous?
confusion entre dysphasie et bredouillement, bah, je sais pas. Ouais, bah, en fait, il y a une co-occurrence fréquente entre, Ah, les troubles de la parole, enfin, troubles développementaux du langage et les troubles de l'affluence, oui. Et donc du coup, chez les personnes dysphasiques alors en réalité d'ailleurs, c'est là-dessus que c'est un petit peu compliqué, il y a pas franchement forcément confusion, mais il peut et même il y a très régulièrement des troubles de l'affluence dans les troubles de les troubles du langage oral. mmh, Et pareil avec dyspraxie verbale. En fait, on est sur des il faut bi enfin, imaginez que l'affluence n'est pas un domaine de compétence. C'est la résultante de la production d'un message qui a été qui à chaque étape s'est correctement écoulé. Donc, toute perturbation du processus va être à risque de provoquer des dysfluences qui vont être de différents types en fonction, bah, de l'étage qui va être perturbé. Dans le cadre des dysphasies phonosyntaxiques, on retrouve très, très fréquemment d'ailleurs des troubles d'affluence dans les dysphasies phonosyntaxiques. Il va y avoir des difficultés au niveau de la programmation et du rétrocontrôle. Là, avec pareil, chez les personnes qui bégayent, souvent une oreille, enfin une boucle audio-phonatoire qui est décalée, qu'on retrouve aussi chez les personnes avec TDL d'ailleurs, mais à différents niveaux. Mais on va retrouver aussi des difficultés au niveau syntaxique qui pourraient faire penser à du bredouillement parce que suraccumulation de dysfluence normale. Tout simplement parce que l'enfant est en train de programmer, enfin l'enfant adolescent est en train de programmer la suite de son discours et que bah, mettre toute cette attention dans de la programmation phonosyntaxique, c'est compliqué. Dans le cas de la dyspraxie verbale, c'est la précision, alors on la retrouve principalement chez les tout petits, mais les conduites d'approche au niveau vraiment praxique, articulatoire, provoquent des achoppements et des butées, mais qui sont moins typiques de ce qu'on va retrouver dans les restes, dans les dysfluences de l'enfant qui bégaie. Généralement, on va retrouver des dysfluences qui vont être plutôt enfin qui vont être pas plutôt en début de reste, mais tout au long de la reste, enfin tout au long de la production, et avec des tensions qui se situent pas forcément dans la syllabe. Aussi des fortes prises de tension au bout de la syllabe, ce qui est moins fréquent dans le bégaiement. Ben voilà, en réalité, les troubles de l'affluence, si vous comptez bégaiement, bredouillement, bah, vous regardez qu'un tout petit bout des troubles de l'affluence. Il y en a aussi avec les troubles du langage oral, il y en a aussi avec les troubles du spectre autistique, avec les troubles de l'attention, avec le syndrome Gilles de la Tourette, avec voilà, plein, plein, plein de tableaux où l'affluence va aussi potentiellement être affectée. oui, est-ce qu'on voit moi ce que par rapport à ces questions, chez les adultes notamment, heu, ayant en tête que, ils ont possiblement plus facilement, d'autres difficultés, heu, souvent je me suis dit: «Bah, voilà, cette personne a une composante praxique ou dyspraxique ou une composante dysphasique ou trouble spécifique du langage oral qui est, ben, voilà, qui a été ou pas diagnostiquée». Mais et pareil, chez les adultes, en fait, on peut, voir avec toujours cette grille de lecture que moi je trouve très fonctionnelle du modèle de Levelt. Et on peut faire l'hypothèse voilà, d'éventuels diagnostics qui auraient été laissés de côté. C'est aussi très fréquent pour les adultes qui bégayent. Le bégaiement, en fait, masque des difficultés, et quand la prise en soin permet d'atténuer le bégaiement, on peut voir qu'il y a aussi du bredouillement, Mmh. aussi des composantes praxiques, motrices, neuromotrices importantes. Donc voilà. Et à l'inverse, enfin, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Christine, moi j'ai eu là récemment, enfin récemment, il y a quelques mois, une jeune femme avec une plainte de bégaiement. Alors là aussi, c'est le problème avec la terminologie. Bégaiement, en fait, ça décrit autant le trouble, le syndrome que le symptôme. Ça décrit autant l'épisode que l'ensemble des cognitions autour de l'épisode. En fait, en réalité, ce terme, il est tout pourri. Pardon. Mais voilà, elle venait avec une plainte de bégaiement. Et effectivement, je le retrouvais une attitude de communication qui était dégradée, même niveau qu'une personne qui bégait. Mais dans sa parole, il n'y avait pas de dysfluence, en tout cas pas en nombre excessif.
Par contre, elle était, pas de langue maternelle française, elle avait appris le français à 8 ans et elle vivait une situation d'insécurité linguistique très forte, avec une impression d'être évaluée tout le temps. Et donc du coup, la charge cognitive d'avoir une langue qui n'est pas sa langue maternelle, plus, c'est son anxiété qui perturbait son fonctionnement, elle était obligée de mettre en place des stratégies de fluence, parce que sinon, elle avait des difficultés à programmer. Mmh. Et donc du coup, quelqu'un qui n'avait pas de difficulté spécifique de fluence auparavant, vient avec une plainte qui n'est pas un trouble développemental de la fluence, qui n'est pas un trouble neurologique, mais pour autant sa fluence est affectée. Et donc on peut intervenir. Et ben, c'est oui, complètement, Heu, complètement. on va vous laisser continuer votre soirée. Moi, ce que je vous propose de faire, si vous le souhaitez, bien sûr, c'est de laisser en une phrase dans le chat, qu'est-ce qui vous reste de cette, conversation? Un élément, une idée, avec quoi vous repartez? Ne dites pas un mal de tête, s'il vous plaît. Et si ça vous intéresse comme genre de retour, bah, c'est un format qu'on essaiera de refaire. Oui et Heu, moi, je vous ai mis en fin de PowerPoint, je voulais vous montrer, heu heu, hop, à la fin du PowerPoint, il y a tout un tas de ressources, hem que vous pouvez aller voir, donc des plaquettes d'informations, des livrets, des livres, un manuel, Véronique Aumont-Boucan, Marine Pendelio, merci à elle. Un roman que je vous invite à lire, c'est un roman jeunesse, le Tsarévitch au pied rapide. C'est, à ma connaissance, un des rares livres qui évoque la vitesse de parole. C'est à l'école des loisirs, c'est un petit roman tout à fait bien. Il y a des épisodes de podcast. Je suis un podcast avec une authentique personne qui bredouille avec l'accent québécois. Et ouais, c'est un épisode très intéressant. Et puis, voilà, je vous ai mis tout ça aussi en images, sur le site de l'APB aussi, il y a beaucoup de ressources. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas pour le service après-vente. Carrément. Hop. Mais il y a plein de fonctions. Et donc du coup, comme je disais, on va essayer de refaire ça. Il y a une conférence, en mai. Il y a la conférence internationale, de la Joint Stuttering and Cluttering, Association, Organization. Et donc du coup, je vais y aller, au moins comme visiteur, sûr. Je vais Mmh. essayer de présenter mon travail aussi. Et si ça vous intéresse, je serais ravi de pouvoir vous faire un retour aussi. Et oui, super. Bah, tu prendras des notes et des photos. Non, mais je pourrais compter sur des gens qui le feront. Bon, bah, merci en tout cas et voilà, de votre présence, de vos interventions et puis, au plaisir de se retrouver, de se revoir, de se parler ici ou là, et ailleurs. Oui. À très bientôt tout le monde. Ouais, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.